J'ai eu 3 réveils cette nuit. Autant dire que depuis 3 heures. Je pense que je commence, plus les binous, je pense que je commence à taper un peu. Non. On y va là? Common? Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Cinéma! Cinéma! Il y a pire que le cinéma, vous savez. N'écrirez rien sur ce film, c'est une merde. Ah, quel putain de bon film! Ce mec est un génie! Parfois, il est intéressant de voir jusqu'à quel point un scénario peut être mauvais. Et les passages que j'aime pas, je vais les couper. Sais-tu seulement ce qu'il faut faire pour être addict? Attention de moi, c'est pas le gros loin. C'est une surprise pour les spectateurs, ils seront collés au fauteuil. On est majeur et vacciné. J'en prendrai pour $1. I've got an idea. Let's go outside. Vive le cinéma! Acteur! Bienvenue dans On n'est pas des Lumières, le nouveau podcast cinéma qui souffle sur les braises d'un 7e art en manque d'oxygène. Au cours de sa plongée dans l'obscurité depuis maintenant plus d'1 an, ne nous demandons plus ce que le cinéma peut faire pour nous, mais plutôt ce que nous pouvons faire pour le cinéma. Lui-même réduit au sombre point de vue d'un gouvernement sur orbite, à une sinistre cérémonie aux tournures politico-carnavalesques, ou encore, en l'absence d'étincelles au bout du tunnel pour tout un secteur résolument prompt à résister et voir le jour, en attendant une aube nouvelle, nous tâcherons humblement d'apporter la lueur à tous les cœurs cinéphiles atrophiés, attristés et dépossédés de leur espace commun favori. Bonjour, je suis François et pour ce premier épisode, je suis en compagnie de Sylvain. Merci et bonjour aussi à Dominique à la technique, qui illustrera nos voix suaves et douces dans vos chères oreilles. Durant cette émission, donc, nous parlerons de notre amour inaltérable et inaltéré pour le cinéma, mais aussi des tentatives entreprises pour maintenir la flamme encore vive du feu culturel sur le pays de Ré. Et pour cela, nous serons rejoints en cours d'émission par le collectif citoyen à l'origine du projet de résistance Ciné-Balcon, dont toi-même, Sylvain, tu fais partie. Absolument. Alors, avant tout, pour entamer ce premier épisode, nous vous avons concocté un petit sujet qui, alors, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Sylvain, que m'arrive-t-il ? Serait-ce une impression de déjà-vu ? Ah, une boucle temporelle là. Une boucle temporelle, et oui, effectivement, c'est un sujet à la mode en ce moment. Il y a plusieurs films donc, qui sont sortis tout récemment qui traitent de ce sujet. Alors c'est un sujet qui existe depuis maintenant belle lurette, et on pourrait dire que la matrice de ce sous-genre, eh bien, c'est Un jour sans fin, sorti en 1993, un film d'Harold Ramis, porté par l'inénarrable Bill Murray. Alors si on devait définir ce sous-genre de la boucle temporelle, eh bien on pourrait dire que c'est un film dans lequel une personne ou plusieurs personnages se trouvent plongés dans une situation qui est amenée à se répéter. Alors dans Un jour sans fin, donc vous l'aurez compris, c'est une journée. Après, on va dire que le temps peut être évidemment plus court. Si on prend l'exemple d'un film français qui s'intitule La Colle, ouais. En l'occurrence là c'est 2 heures. Mais voilà, on va dire que schématiquement c'est une journée qui se répète à l'infini avec un personnage qui expérimente cette journée, encore et encore. Et qui du coup profite de cette journée pour selon les situations s'améliorer, connaître tous les ressorts et de la journée en question, les interactions, etc. Et le tout sans Covid. Dans ce sous-genre à part entière, on pourrait le classifier sous différents aspects. Il y a d'abord le sous-genre de la science-fiction. Donc si on prend l'exemple de Edge of Tomorrow, par exemple. Voilà, c'est ça. Où là, un personnage fait face à une invasion extraterrestre, si je me souviens bien. Et donc du coup, au fur et à mesure de ses journées, va expérimenter différentes situations et du coup s'améliorer et in fine essayer de contrecarrer l'invasion. Ouais, c'est vrai qu'on est sur un principe qui lui est extrait directement du jeu vidéo, qui est le principe du Die and Retry, où le protagoniste en fait à revivre tout le temps la même expérience, va s'améliorer, va acquérir de nouvelles compétences qui vont lui permettre de résoudre l'enjeu en fait qui l'anime. Alors c'est vrai que pour Edge of Tomorrow c'est une orbite extraterrestre qui s'écrase sur la Terre et qui donne naissance à des monstres et donc la planète est colonisée par ces monstres-là.
Tom Cruise, lui, va tomber face à l'un d'entre eux qui va lui donner accès à ce nouveau super pouvoir. Et donc, lui, va résoudre, en répétant toujours cette même journée, il va résoudre en fait le conflit en attaquant le cœur de la matrice extraterrestre qui les a envahis. Alors, absolument. Juste pour te couper la parole, parce que j'aime bien ça, Sylvain, on parle d'Un jour sans fin comme étant la borne, la matrice, et à juste titre, hein, parce que c'est un vrai chef-d'œuvre. Avant ça, il y a eu la même année, en 1993, un film de Jack Sholder. Alors Jack Sholder, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est pourtant la personne qui a réalisé le Freddy 2. Et également un autre film de série B, mais un petit chef-d'œuvre de série B des années 80, fin 80, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Eden. Et les deux films sont avec Danny Trejo. Alors j'insiste, Danny Trejo, parce que c'est un acteur que je voudrais replacer à chaque émission, parce que c'est un grand acteur. Danny Trejo, vous l'avez vu dans Machette. Alors là, il fait une très brève apparition, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner. Midi 1, alors c'est pas Midi 1, c'est Minuit 1, Le prisonnier du temps, qui est disponible sur YouTube et qui lui-même est une adaptation d'un court-métrage qui a été nommé aux Oscars en 90, si je dis pas bêtises, avec Kurtis Smith, qui est le Clarence Bodiker de Robocop, de Paul Verhoeven. Et à l'époque, en fait, ce court-métrage avait fait l'objet d'une attaque pour plagiat de l'auteur de la nouvelle, en fait, issue de 73. Et donc il avait perdu son procès, mais déjà tous les éléments du concept de la boucle temporelle étaient déjà dans ce téléfilm. Allez le voir sur YouTube, il est dispo en français, mais vous verrez qu'il y a tous les éléments qui donneront les mécaniques du concept qu'on va retrouver après dans Un jour sans fin. Tout à fait. Donc effectivement, on peut dire qu'Un jour sans fin, c'est vraiment le point de convergence, le film qui a exploré quand même un paquet de ressorts qu'on va retrouver ensuite dans les différents films qui ont suivi. Et donc, alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que on a depuis quelques semaines une convergence de sorties de films qui traitent de ce sujet. On va en citer 3. Donc tout d'abord Palm Springs. Disponible sur Prime Video. C'est ça. Voilà, il y a donc Boss Level qui devait initialement sortir au cinéma, donc un film de Joe Carnahan, et qui, compte tenu des salles fermées, n'a pas eu d'autre solution que de sortir directement en vidéo par Paramount. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Je ne sais pas ce que ça aurait donné sur un écran de cinéma, s'il aurait trouvé son public. À titre personnel, j'aurais été curieux de le découvrir sur grand écran, mais bon, on a fait, on s'en passera malheureusement, mais voilà. Donc toujours est-il que ça fait partie des films qu'effectivement on pouvait imaginer en sortie salle, à l'instar de. Et le troisième. Le troisième, donc c'est Map of. Attendez, j'essaie de retrouver le titre exact. Tiny Perfect Things, qui est sorti sur Prime Video, que pour ma part je n'ai pas vu. J'ai tenu 40 minutes. Voilà. J'ai essayé. Bel effort. J'ai essayé. Alors, c'est vrai que c'est intéressant en fait de reparler de ces 3 films-là parce qu'en fait, à chacun, on va reprendre un concept, le concept de la boucle temporelle, à laquelle on va associer un genre qui est propre au cinéma. Alors, pour Un jour sans fin, c'était la comédie romantique, même si l'aspect comédie romantique se retrouve un petit peu en retrait parce que l'élément fantastique de la boucle temporelle, c'est le cœur. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il a aussi inspiré un film de la Blumhouse. Je ne sais pas si vous connaissez la Blumhouse. C'est une grosse boîte de production montée par Jason Blum. Je crois que c'était aux alentours de la moitié des années 2000, 2005, 2006. Ils ont entamé leur production avec Paranormal Activity et plus dernièrement Invisible Man. Et comment on va dire que la note d'intention de ces productions, c'est high concept, low budget, donc un concept fort et un budget minimum. Et donc là, c'est vrai que c'est parfait. Le concept de la boucle temporelle, ça permet des économies de moyens en fait et de production, puisque en fait les lieux sont souvent les mêmes, les costumes sont toujours les mêmes, donc ça permet de prendre beaucoup de prises pour un budget minimum. Donc ça, c'est vrai que ça correspond complètement dans la charte des films de la Blumhouse. Et donc Happy Birthday, c'était le genre du slasher, c'est-à-dire le tueur en série. Donc la personne va venir se faire assassiner tous les jours, et puis elle va essayer de remonter en fait sur la nature du coupable, en répétant sur le mode du die and retry, en répétant en fait chaque jour. Ce qui est un film qui se regarde bien. Il y a une suite que je n'ai pas vue, ni moi, qui devait passer, je pense, avant la fermeture des salles. Elle était prévue. Donc on va parler de tout ça. Avant je vous propose une petite coupure musicale que vous connaîtrez. Et d'ailleurs, on pourra remercier le film Un jour sans fin d'avoir popularisé ce titre. I Get You Baby de Sonny and Cher. They say we're young and we don't know, we won't find out till
wrong. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to understand. I got you to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you, I won't let go. I got you to love me so. I got you, babe. 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 I got you. De retour au Cinéma Tianoc où nous enregistrons cette émission, c'était donc I Got You Babe de Sonny and Cher, donc morceau préféré de Bill Murray dans Un jour sans fin. Alors pour la petite anecdote, la traduction anglaise, le titre anglais original du film est donc Groundhog Day, donc qui peut se traduire par le jour de la marmotte. Alors ça a été traduit en français par Un jour sans fin, parce que nous Français, le jour de la marmotte, ça nous parle pas trop, contrairement aux États-Unis où c'est un événement folklorique médiatique qui a lieu donc chaque année le 2 février, jour de la Chandeleur, aux États-Unis et au Canada. Alors j'ai donc d'autres traductions pour voilà à l'international pour ce film. Savez-vous comment les Italiens ont baptisé ce film? La marmotti del dio de la Alors noche. ils se sont pas trop foulés, ils l'ont tout simplement baptisé Recommence de nouveau. Ah. Voilà, bon. Alors, les traductions québécoises sont souvent aussi très littérales. Très croustillantes, Ouais. effectivement. Alors, j'ai pas la traduction québécoise, j'ai l'allemande, si vous le souhaitez, Ouais. qui est le salut quotidien de la marmotte. Ah bah ça oui, ouais. Voilà. Ça ravive peut-être des mauvais souvenirs pour beaucoup, ce salut de la marmotte. En même temps, ça peut adoucir l'histoire, hein. C'est un choix. Effectivement, et mon préféré, c'est le brésilien. Ah. Le trou noir de la... Ok. On ne l'aura. Tu Il me déconnes. fait trop marrer. Tu déconnes. J'y peux Tu rien. déconnes. C'est ça. Le trou noir de l'amour. Ah non, mais pourquoi on le garde pas? C'est génial ça. Ah, mais trou je noir ne de le l'amour. couperai pas au montage, Ah, sachez-le. mais d'accord. Donc on le garde alors. Ah, ça me fait plaisir. Attendez, je vais la reprendre. Le trou noir de l'amour, vous l'interprétez comme vous voulez, mais moi, à titre personnel, c'est mon préféré. Donc on va poursuivre sur la thématique de la boucle temporelle, hein. Finalement, c'est plutôt bien choisi comme thématique parce que c'est ce que les cinémas vivent depuis pas mal de temps maintenant, hein. C'est un éternel recommencement. Sylvain, tu Je sais, confirme, hein, c'est un jour sans fin, oui. donc on peut parler de Palm Springs. Alors Oui. Palm Springs qui est le premier film de Max Barcaro. Alors c'est un réalisateur qu'il va falloir avoir à l'œil celui-là, parce qu'il détient d'ores et déjà un record. Alors Palm Springs c'est un film indépendant, pur film de festival. Il a été présenté à Sundance et ça a été donc tout de suite un nouveau record parce que ça a été le film acheté le plus cher de l'histoire du festival. Il y a une différence d'à peine $1, mais bon, voilà, déjà c'est un film donc, qui a beaucoup d'attrait par rapport à ça, donc a eu un bon succès au festival, qui a été racheté, les droits ont été rachetés par Hulu, la plateforme Disney, de VOD Disney, donc pour pas loin de $17 millions. Et donc là, on est dans la reprise du concept de la boucle temporelle, à laquelle on va associer le genre de la comédie romantique, comme ce fut le cas en fait dès la genèse du concept avec Un jour sans fin. Donc on est sur une comédie romantique pop ensoleillée, à tendance feel good movie et voire même philosophique. Alors est-ce que c'est bien ?
Eh bien, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Alors, effectivement, comme tu le disais, François, on pourrait considérer que c'est une sorte de croisement entre Un jour sans fin à la sauce quand Harry rencontre Sally. Complètement. Moi, j'ai trouvé ça effectivement très frais, très pop, comme tu le dis. Il y a à la fois les ressorts de la comédie romantique qui sont bien exploités, la boucle temporelle qui, alors, dans le cadre précis de ce film-là, associe non pas un personnage comme c'était le cas par exemple pour Le jour de la marmotte, mais 3 personnages. Et pas des moindres, puisque en plus du protagoniste principal interprété par Andy Samberg, qui est un habitué du SNL, du Saturday Night Live, c'est cette émission à sketch. Dans la série aussi Brooklyn Nine-Nine. Exactement. On retrouve 2 excellents acteurs à ses côtés, donc Christine Milioti et J.K. fucking Simmons. Tu peux le dire. Voilà. Alors J.K. Simmons, c'est le Jameson, le rédacteur en chef de la trilogie Spider-Man. Absolument, et puis, c'est le prof de batterie dans Whiplash, un peu tortionnaire. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup et voilà, ça m'a fait plaisir de le retrouver dans ce film. Christine Milioti qui tourne aussi dans la série How I Met Your Mother, qui est la Mother, si j'ai bien compris. Alors, j'ai jamais suivi la série, mais apparemment elle cartonne. Et je crois qu'elle fait une apparition aussi dans Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Ouais, son visage m'était familier, mais j'ai pas réussi à l'associer. Alors, pour reprendre le pitch de Palm Springs, eh bien, en fait, il s'agit de Niles, donc interprété par Andy Samberg, comme nous le disions tout à l'heure. Donc, c'est un quadra immature qui devient prisonnier d'une boucle temporelle qui lui fait revivre inlassablement le mariage de sa belle-sœur. Bon, déjà, ça commence bien. On se dit, déjà, en une journée, ça va, mais voilà, il l'a revu plusieurs fois, le pauvre. Bon, alors dit comme ça, on pourrait penser que le pitch, il a rien vraiment novateur, mais voilà, le scénario a vraiment la bonne idée de lui adjoindre deux personnages, comme je le disais, assez croustillants, c'est la nouveauté, avec lesquels il va devoir interagir pour essayer de se sortir de cette situation. Alors le film est vraiment drôle, hein. Moi j'ai vraiment des situations qui m'ont fait vraiment beaucoup marrer, assez émouvant aussi, puisque il y a une espèce de la love story qui effectivement se met en place petit à petit, et il y a vraiment des ressorts scénaristiques assez croustillants. Et donc je trouve que le film, il arrive en fait à renouveler ce sujet qui comme vous l'aurez compris, assez ancien maintenant et assez qu'on pourrait penser comme étant épuisé. Mais en fait, il lui insuffle un peu de nouveauté. Ouais. Et, alors c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il est, pourquoi c'est réussi finalement ? Parce que si on le prend par le spectre de la comédie romantique. Souvent on dit une comédie romantique elle est réussie si on tombe amoureux des personnages. Et alors je sais pas toi Sylvain, mais personnellement l'actrice Christine Milioti, ça a été une révélation. Et je retrouvais en fait des éléments de jeu qu'on retrouve en fait, le côté blasé, le côté l'œil globuleux, on retrouve ça en fait, on retrouve un peu des éléments de jeu de Bill Murray dans Un jour sans fin, donc elle livre vraiment une interprétation qui raccroche aux origines. Et donc c'est toute l'interprétation qui a réussi. Andy Samberg lui reprend son panel de jeux dont il est habitué dans le Saturday Night Live. Et donc ça c'est pour le côté comédie romantique où vraiment il y a une interprétation qui fait qu'on adhère tout de suite au personnage. Et le côté boucle temporelle, en fait, là où il ne faut pas se planter sur ce film, sur ce genre de récit, c'est sur le rythme, le récit et la narration. C'est-à-dire que on est vraiment sur c'est des films en fait littéralement dans une veine de cinéma postmoderne où le spectateur en fait a conscience du passé cinématographique qu'il a derrière lui, et le film lui va jouer ces effets-là, surtout les règles en fait qui régissent le genre, pour détourner en fait les attentes du spectateur. Et donc en fait on arrive dans l'histoire, rien nous est dévoilé en fait. Lui il est déjà dans sa boucle temporelle, on va pas passer par une phase d'exposition qui va nous dire je suis tombé dans un trou noir, tout ça, ça viendra plus tard en fait au fil de la narration, au fil du récit. Il est déjà dedans, mais nous en tant que spectateurs on a déjà compris ça parce qu'on est on a conscience en fait c'est un film qui joue en fait sur la prise de conscience du modèle initial. Et donc pas de voix off, tout passe par l'image, tout passe par aussi les dialogues, et on est finalement sur une structure assez classique, divisée en 3 actes, où le personnage de Christine Milioti, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle dans le film.
enfin c'est la belle-sœur en fait de la mariée, va se retrouver en fait à rejoindre Andy Samberg qui lui est probablement prisonnier de cette boucle temporelle depuis, enfin c'est pas déterminé, mais on peut imaginer qu'il y est prisonnier depuis très très longtemps. Et donc elle va venir le rejoindre, et donc il va y avoir un premier acte qui va se baser sur l'initiation de cette nouvelle personne au sein de cette boucle temporelle, donc prise de conscience, elle va se roder en fait à cette nouvelle vie qui s'ouvre à elle. Il y a un deuxième acte après qui va plus se reposer sur la résignation en fait de cette personne-là. Donc là où on est vraiment sur quelque chose de très brut, où ils vont s'éclater, on rentre dans quelque chose de très, très punk, très libérateur, très défouloir, c'est ça qui donne aussi la dimension feel good. Et puis en dernier acte, on va être sur la résolution des enjeux, comment est-ce qu'eux vont être motivés pour sortir de cette boucle temporelle. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Selon le personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un clin d'œil, au-delà des références sur la thématique et le sujet et le concept, il y a un clin d'œil entre la phase de résignation et de résolution du conflit. Elle va essayer de faire quelque chose de bien, de trouver la rédemption auprès de sa grande sœur, comme finalement ça a été le cas avec Bill Murray. Bill Murray, en fait, il va trouver la sortie de son conflit par l'amour en fait qu'il va déclarer à Andy McDowell. Et ben sans citer le film, elle va se dire la solution pour sortir de ça, ça va être de dire à ma frangine que je l'aime et tout ça. Ça va être l'amour. Sauf que pas de bol, c'est pas ça. Donc là, il y a un détournement en fait d'un principe de base posé dans la borne d'Un jour sans fin qui finalement va être déceptif pour l'actrice. Et donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Pour moi, ces deux éléments-là, l'interprétation et le déroulé du récit et de la narration sont hyper importantes. Et en plus, c'est soutenu par un montage qui est très, très maîtrisé en fait. Quand on voit le film, on s'en rend pas compte, mais c'est à la fin, on se dit, il y a probablement eu en fait des petits inserts de plans qui en fait dévoilent ce que le personnage vit, ou en tout cas ce qu'il ressent, quelles sont ses intériorités, mais ça on le découvre qu'à la seconde vision. Alors on va spoiler, désolé si vous l'avez pas encore vu. Si vous l'avez pas vu, allez le voir et puis réécoutez-nous après. Elle en fait, ce qui va motiver en fait sa résolution de ce conflit-là, ça va être de sortir de cette journée qui commence très mal, parce qu'elle va se réveiller dans un lit dans lequel elle ne devrait pas se réveiller. Et il va y avoir en fait des petits points de vue subjectifs où elle va regarder au cours du film, où on ne connaît pas encore sa situation, où elle va regarder la porte de la douche, à l'intérieur de laquelle il y a en fait le futur marié. Donc la frangine qui se tape le futur marié la veille, ça la fout mal. Donc en fait, elle, c'est cet inconfort-là qui va la motiver en fait à sortir de ce conflit. Là où Andy Samberg, lui, ça lui convient complètement. Il vit une vie de punk depuis des milliers d'années probablement, on n'en sait rien, où il va se contenter de venir au mariage en chemise Tahiti, qui dénote complètement du reste des autres personnages. On peut le comprendre. Placé dans cette situation, on peut avoir un sentiment d'une espèce de toute puissance, une espèce de maîtrise du réel qui est très jouissive, et en plus qui te dégage de toute responsabilité, puisqu'en fait, quoi que tu fasses, il n'y a pas de conséquences, la journée repart, et puis on y retourne, quoi. Donc effectivement, ça laisse place à toutes les frasques possibles et imaginables. Moi à titre personnel, je serais pas contre une petite expérience de boucle temporelle. Pas tout à fait non plus ad vitam, mais en même temps, c'est peut-être un petit peu ce qu'on. Sur un mois. Est-ce que ce serait pas un petit peu ce qu'on vit actuellement, cette espèce de. C'est ce que j'ai envie de dire. D'ailleurs, on serait pas autour de ce micro-là si on n'imaginait pas les conséquences d'un lendemain qui se répète. Mais d'ailleurs, les morales un peu entre les films se répondent. Dans Edge of Tomorrow, Bill Pullman, qui joue comme très souvent le rôle du sergent-chef instructeur des Marines, qu'on a pu voir notamment dans Alien, le retour, Aliens, de James Cameron, où il disait, par l'entraînement en fait et la discipline, on contrôle son destin. Alors lui, il est dans un lâchage total de son destin, puisque de toute façon, il n'y a pas de conséquences, quoi. C'est vrai que pour les cinémas, c'est pas forcément une bonne habitude à prendre. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus de conséquences, mais bon, c'est un autre sujet. Absolument, c'est un autre sujet. Et en parlant d'autres sujets, si on enchaînait sur Boss Level. On est accueilli par Sylvain, donc au cinéma Tianoc, qui aujourd'hui
s'est travesti en studio d'enregistrement parce que il fait froid et le cinéma est vide et c'est vrai que c'est important de le faire vivre. C'est beau, ça me file la larme. Écoute, c'est vrai que c'est le lot quotidien de toutes les salles en France et puis il faudrait que ça se termine. Il serait peut-être bon que cette journée sans fin s'achève à un moment donné. C'est marrant parce que ça me fait penser, Palm Springs me fait penser un petit peu à toute cette tradition d'œuvres qui s'inspirent et adaptent librement. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de la caverne. En fait, c'est une allégorie dont les films comme Truman Show, Matrix, même Fight Club, où on a un personnage qui vient se voir poser le simulacre d'une réalité, une réalité alternative, devant son regard pour l'empêcher de voir une autre facette du monde, quoi. Et là encore, tout l'enjeu du protagoniste, ce sera de sortir en fait de cette caverne. Alors, dans l'allégorie, rapidement, parce que je suis pas philosophe, mais vous avez tous l'image en tête, on a des personnages qui sont enchaînés dans une caverne et qui sont face à la cloison de la caverne sur laquelle est projetée des ombres, des images. Donc là, c'est un monde où c'est le monde des archétypes, c'est le monde des a priori, des représentations figées, et donc ces personnes-là qui sont attachées, ne perçoivent les choses que par l'aspect sensible, l'aspect sensitif. C'est le monde du sensible. On n'a que le regard, et l'odorat et les sens. Et alors, qu'est-ce qui se passe si un de ces personnages-là viendrait sortir de cette caverne-là ? Eh bien, dans un premier temps, il serait ébloui par la lumière du soleil. Donc ça, c'est ce qu'on voit par rapport au premier acte dans le film, où la personne, en fait, est en prise de conscience et réagit. Qu'est-ce qui se passe si on voit à la lumière du soleil le monde tel qu'il est ? Et bien, c'est là où en fait on accède au monde des idées, au monde intelligible, où on ne réagit plus par rapport à ses sens, mais par rapport à ses connaissances. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans Palm Springs, et c'est la première fois que je revois ça dans un film à boucle temporelle, c'est que le personnage féminin, en fait, lui, va être motivé, en fait, va résoudre en fait son conflit uniquement par la connaissance. C'est-à-dire qu'on va venir rationaliser un principe conceptuel qui est la boucle du temps, qui ne nécessite pas d'être rationalisé, d'être justifié. Non, un jour sans fin, il n'y a aucune... on ne sait pas pourquoi, en fait. Là, on va essayer de venir rationaliser, on va venir essayer d'expliquer, et elle va résoudre son conflit par l'accès à la connaissance, et en l'occurrence avec la mécanique quantique, pour retourner à l'intérieur de la caverne. Et ils vont évoluer dans un univers où donc eux alors il y a une inversion presque. Alors c'est intéressant parce qu'il y a presque une inversion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont rentrés, où ils sont censés être soumis en fait au monde du sensible, et à l'extérieur ce serait l'intelligible. Et en fait une fois qu'ils sont dedans, tous les personnages, et y compris la situation, le mariage, c'est hyper archétypé. Les personnages, il y a le père de la mariée, mais qui n'évolue pas. En fait, il reste à l'état d'archétype. C'est le père de la mariée. Il n'y a aucun personnage qui évolue. Il n'y a aucun archétype qui évolue. Et un archétype, en fait, quand il évolue, il devient personnage. Et il n'y a que ces personnes-là qui sont rentrées dans cette caverne-là, qui deviennent personnages, qui ont vraiment des conflits intérieurs à résoudre. Et au troisième acte, en fait, quand Andy Samberg, lui, a aussi... donc le duo de personnages se sépare. Elle va résoudre, et donc ils ont chacun leurs enjeux à résoudre. Elle va résoudre son enjeu par la connaissance, et lui, il va rester dans un monde sensitif, parce qu'il va découvrir en fait que ce qui, elle, la motivait, il va le découvrir grâce à une odeur qu'il y a sur l'oreiller. Donc lui, il ne raisonne que là-dessus, que je bois des binouses, je m'éclate, et je vais répondre au dilemme par le sensible. Et donc finalement, après, ils vont se retrouver. On va pas tout dévoiler ce soir, mais ce soir ou cet après-midi, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Juste pour revenir par rapport au montage, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi. C'est que quand il y a des petits flashbacks, et on les voit en fait, parmi les flashbacks, on voit, donc il est en chemise à fleurs tout le temps. Il n'en a plus rien à faire en fait de cette tenue vestimentaire. Mais parmi les flashbacks, on va voir, il y a un premier flashback où justement, on parlait du personnage de J.K. Simmons qui lui aussi va rentrer dans cette grotte qui va l'emmener dans cette boucle temporelle. Lui, en fait, il va venir se venger. Il va venir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, enfin sur une fréquence non définie. Il va venir se venger de lui parce que
à cause de lui, qui l'a emmené dans la grotte, il va revivre sans arrêt le même jour, et donc il va pas pouvoir voir ses enfants grandir, il va voir son fils arroser une crotte de chien tous les jours. Bon, c'est vrai que ça l'a un peu miné, donc il va venir se venger en fait d'Andy Samberg de l'avoir emmené là-dedans. Et donc on voit en flashback cette rencontre, et pendant cette rencontre, Andy Samberg est en costume, donc on peut se dire que c'était qu'au tout début. Et puis plus tard, dans ses dérives et dans ses débauches, Andy Samberg, il va vouloir notamment avoir une relation avec la mariée. Bon, bah là, il aura juste que la cravate. Hein, et on voit petit à petit en fait son état vestimentaire se dégrader, qui donne des indications dans le temps, même si on ne sait jamais vraiment quand est-ce que... si on n'a aucun indice en fait de la durée dans laquelle il est prisonnier. Et donc, Sylvain, excuse-moi, j'ai pris la parole pendant... Je suis parti en roue libre. Attends, faut que j'ai pissé. Moi aussi. Je suis parti trop longtemps. Je savais que ce côté magnifique allait bien. Ouais, mec. Ouais, ok. Arrête. Et voilà, à vous peut-être d'apporter d'autres éclaircissements, en tout cas ceux que votre imagination formeront. Au cours de cette émission, nous avons eu 2 interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. De retour donc pour l'émission On n'est pas des Lumières. Merci d'être à notre écoute. En tout cas, nous, on est très contents d'être ici pour cette première émission, ce premier épisode consacré à la boucle temporelle. On enchaîne tout de suite avec Boss Level de Joe Carnahan, son nouveau film que je peux te laisser présenter, Sylvain, si le cœur t'en dit. Sylvain, oui. On a parlé de Palm Springs. Oui. J'espère que tous nos auditeurs sont encore là. On espère, oui, que les 3 auditeurs sont toujours là, effectivement, oui. C'est ça. En tout cas, si on vous perd, on vous en voudra pas, puisque pendant ce court instant de transition, les services de la commune sont venus nettoyer les bancs qui en ont peut-être un peu besoin à l'extérieur. Donc on s'excuse de l'ambiance carchérisante de l'extérieur. Hashtag voilà. Nicolas Sarkozy. En soutien. Voilà. Donc pour parler de Boss Level de Joe Carnahan. Alors oui, le père Joe. Donc pour le situer, donc Joe Carnahan, il est dans le game depuis 1998. Il a réalisé 7 longs métrages, dont celui qui a marqué un petit peu son cinéma, c'est donc le film Narc. Ouais. Voilà. Il est également connu pour avoir réalisé Mise à prix, Le territoire des loups avec Liam Neeson. Et donc là, on le retrouve avec donc ce Boss Level qui initialement devait sortir au cinéma, donc un film développé par la Métropolitane, donc qui se retrouve par la force des choses balancé sur la VOD, le streaming. Alors, comment le résumer ? En une phrase, je dirais que c'est un jour sans fin qui rencontre GTA. On est vraiment dans l'univers du, comme tu le disais tout à l'heure François, du die and retry, donc vraiment dans le jeu vidéo à bloc. D'ailleurs, le film s'en cache pas puisqu'il y fait grandement référence au cours du récit, voilà, aux jeux vidéo des années 90, au Street Fighter et compagnie, complètement. Et donc c'est un film qui a été un peu laborieusement produit puisque il a été initialement lancé en 2012 par la Fox et en fait le studio ne trouvait pas Franck Grillo, donc l'acteur principal, assez bankable à l'époque, et donc du coup il a été un peu placardisé le film avant d'être relancé et d'être finalement tourné en 2018. Donc c'est un film qui a quand même 45 millions de dollars de budget, donc c'est pas une pacotille, hein. Ouais, ce qui paraît démesuré par rapport à ce qu'on voit finalement. Oui, c'est pas faux. Alors pour ma part, moi j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce film. Alors effectivement, je suis d'accord, il a des défauts, mais en même temps, j'ai pas boudé mon plaisir. Je trouve qu'il est plutôt bien construit, contrairement à Palm Springs. Je trouve que voilà, on définit bien les jours en fait au cours de voilà, et il y a en fait dans le récit on navigue entre le présent, les jours passés, et je trouve qu'on suit bien
l'apprentissage en fait du personnage principal. C'est vrai que les jeux vidéo dressent un petit peu l'esthétique du film, où chaque nouveau jour en fait est présenté par un petit carton écrit en police un peu pixelisé, et c'est pas jour 1, jour 3, jour 4, c'est tentative 1, donc on est vraiment dans cette tradition du die and retry où le personnage va acquérir des nouvelles compétences et va se sortir de sa boucle à la longue de se confronter en fait à ses échecs. Ouais, absolument. Bon, après, l'argument, on va dire fantastique du film qui explique pourquoi on se retrouve dans la boucle temporelle, bon, c'est un peu nébuleux, on n'y comprend pas grand-chose et en soi, on s'en fout un peu. Moi, c'est ce qui m'a dérangé. C'est-à-dire que si on considère que le concept de la boucle temporelle doit s'associer à un genre, et ici le genre il est d'une part le film d'action dont Joe Carnahan est un coutumier, c'est vraiment quelqu'un qui a sa vision du film d'action. Lui-même le dit, il se situe entre le cinéma de William Friedkin, alors qui est un cinéma, William Friedkin c'est French Connection, L'Exorciste, c'est un cinéma qui se rapproche, qui a presque une approche documentaire. D'ailleurs Friedkin lui-même, il est issu du documentaire. Donc c'est un cinéma qui va se rapprocher du geste, des méthodes, qui va prendre son temps pour expliquer les processus de professionnels qui vont exercer leur fonction au sein du film. Et en parallèle, son autre source d'influence, c'est Tony Scott. Alors, Tony Scott, c'est vraiment l'opposé, c'est mode très clipesque, action, surmontage, et lui, en fait, il se situe entre les deux là. À l'époque, on lui avait même proposé, je crois, la réalisation de Man in Black 3, mais à cause des contraintes de production qu'on lui imposait, notamment que Tom Cruise lui imposait, puisqu'il était déjà à la tête de la franchise et aux commandes de la franchise, Joe Carnahan, lui, qui est un peu un cinéaste indépendant qui ne rognera pas en fait sur ses exigences. Il veut son équipe, il veut ses acteurs, et si le film a pris du temps pour être produit, c'est notamment parce qu'il voulait absolument que Frank Grillo ait la tête d'affiche. Voilà, il se définit comme un maverick en fait, maverick, un peu. C'est vraiment la définition de maverick. Et c'est d'ailleurs amusant puisque quel acteur incarne, l'acteur qui incarne à merveille ce schéma, ce prototype du Maverick, c'est Mel Gibson qu'on retrouve dans le film en bad guy, qui est un petit peu sous-employé, je pense, malheureusement. Il a relativement peu de scènes. Il a un monologue que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure. Mais effectivement, je pense qu'on aurait pu effectivement plus le mettre à profit, ce personnage de bad guy, de boss level. Qui est... Alors, pour moi, ça c'est le côté déceptif, justement. Le film il s'appelle Boss Level, donc on s'attend à la confrontation avec le boss final. La confrontation, elle se résume à 2 coups de bourre-pif, quoi. Elle tourne vite à court, c'est vrai. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'il y a d'un côté donc toute cette réappropriation du genre du film d'action, donc que Joe Carnahan maîtrise, il l'a prouvé avec Narc, Mise à Prix, même Le Territoire des loups, c'est quelqu'un qui sait concentrer en fait sa mise en scène sur l'action proprement. Par contre, là où la deuxième dimension qui est insufflée dans l'histoire, c'est toute cette dimension jeu vidéo. Et donc qui fait déborder le film sur un versant SF, lequel John Carnahan, on sent bien, et lui-même le dit, n'est pas du tout coutumier. Il se définit comme un anti-Christopher Nolan. Là, c'est le mec qui tiendra 10 minutes devant Tenet, les concepts nébuleux. C'est pas quelqu'un non plus en parallèle qui va essayer de pré-mâcher ou pré-établir un discours politique. C'est quelqu'un qui, c'est vraiment un grand jouisseur dans sa on peut dire que c'est pas un cérébral, quoi. C'est pas un cérébral. Non. Mais ça n'empêche pas de faire un super cinéma d'action. Et là, je trouve que ce film-là, il est lesté par rapport aux contraintes qu'on a dû, je pense. Alors ça, c'est la pure spéculation, mais je pense qu'on lui a imposé en fait une dimension science-fiction insufflée par le jeu vidéo qu'il maîtrise pas. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte quand donc Frank Grillo, le personnage de Frank Grillo, déboule dans la salle d'arcade. Déjà, il rencontre le geek. Alors, l'image du geek, alors perso, je joue un petit peu aux jeux vidéo et je trouve que réduire le geek à un gros bedonnant chauve à lunettes qui revendique en fait sa dévotion aux jeux vidéo au détriment de toute vie familiale et qui va prôner le 8 bits alors que dans sa salle de jeux vidéo, les mecs ils jouent tous à la PS5, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas assumé en fait. Et tout ça, en fait, ça vient se plaquer sur la mise en scène et de manière pas toujours justifiée. Et alors, on parlait du die and retry tout à l'heure.
Il y a des jeux vidéo comme Dark Souls ou Ghost and Goblin où là vraiment où le niveau de difficulté est très élevé et toute la progression consiste à mourir et recommencer pour mieux appréhender les mécaniques du jeu. Les mecs derrière, ils vont jouer à Street Fighter. Et Street Fighter, c'est pas forcément, c'est un super jeu de combat, c'est culte, ça plaît à la communauté gamer, mais c'est pas ce qui caractérise le plus le mode Die and Retry. Pas du tout même. Et ce qui aurait été formidable, puisque en fait dans le cinéma de Joe Carnahan, et c'est vrai que c'est intéressant de voir son travail d'auteur en fait quand on voit Boss Level, c'est qu'il y a quelque chose qui travaille Joe Carnahan depuis le début de sa filmographie, c'est le rapport père-enfant. Oui. Et c'est vrai qu'un des points forts du film, justement, c'est là où on s'y attend le moins. C'est pas forcément sur l'action, c'est quand il va rencontrer son fils et qu'il va renouer des liens avec lui autour du jeu vidéo. Et là où on pourrait se dire que la résolution du personnage principal incarné par Franck Grillo pourrait être issue des échanges qu'il a à jouer avec son fils à jouer aux jeux vidéo. Le problème, c'est qu'il joue à Street Fighter, donc je vois pas en quoi ça le révèle. Ça lui révèle en fait et ça justifie d'imposer en fait la dimension jeu vidéo Die and Retry si on joue à Street Fighter. Ils auraient joué à un autre jeu où vraiment ce jeu vidéo là, le cœur du jeu vidéo c'est le Die and Retry. Dans ce cas-là, elle aurait fait une transposition sur lui son déroulé. Pour appliquer en fait dans la résolution de son conflit les mécaniques en fait du jeu vidéo. Là, pas du tout. Donc on sent qu'en fait il y a plein de choses qui ont été plaquées sur le film que Joe Carnahan n'assume pas. Et ça reste un grand spectacle, très jouissif, mais il y a aussi tu le disais tout à l'heure Sylvain, une réutilisation en fait des figures du cinéma d'action. Il va reprendre Mel Gibson, qui est une star incontestée du cinéma d'action, Mad Max, Payback, on peut en citer beaucoup. Braveheart. Alors là, on est même sur une trame historique, mais on est toujours, même en tant que réalisateur, c'est quelqu'un qui se laisse pas déterminer ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire en tout cas. Il est quand même réduit. En fait, il est réduit à dans une seule pièce avec une liberté d'action très réduite. Mais c'est pareil pour Naomi Watts. Naomi Watts, elle est juste dans son labo. Dans son labo, elle ne bouge pas. Il va même reprendre Michelle Yeoh. Donc Michelle Yeoh, en fait, c'est Tigre et Dragon principalement, mais qui est une star du film de sabre hongkongais, enfin chinois. Et il va en faire pas grand chose, il va en faire un mentor, ça va durer 2-3 minutes. Donc là il y a une phase d'initiation qui va se produire, mais finalement ça n'a pas trop de portée. Et je crois même au bout d'un moment, Mel Gibson il fait lui-même l'aveu, donc il fait dire à Mel Gibson, Joe Carnahan, que finalement il assume pas trop. C'est qu'au bout d'un moment, alors je sais pas si vous vous souvenez de la scène avec Wang Jin. Wang Jin, elle a un gimmick, à chaque fois qu'elle tue Franck Grillo, elle dit je suis Wang Jin et ceci est l'œuvre de Wang Jin. Et alors c'est un gimmick répétitif, c'est rigolo. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a Mel Gibson qui se tourne à côté de lui à côté d'elle et qui fait ouais super ton sabre japonais. Et elle va lui dire ouais non c'est pas un sabre japonais, c'est un sabre chinois. Ouais mais on s'en fout des considérations raciales, sabre japonais, sabre chinois. Finalement donc tu vas faire un film qui se référence sur le cinéma d'action. Et puis en fait il va y avoir une confusion entre les films de sabre japonais et les films de sabre chinois. Puis Mel Gibson lui-même va dire ouais mais de toute façon on s'en fout. Donc pour moi il y a un problème d'assumer ses références à la fois du cinéma d'action et ses références du jeu vidéo. Les deux genres, les deux supports qui sont censés donner le relief au concept de la boucle temporelle, quoi. Alors toute la partie action très bien, c'est bien filmé même si les effets numériques sont un peu foireux et c'est peut-être pas une mauvaise chose que le film soit pas passé sur le grand écran, mais dans ses références, et c'est là où on attendait le film, c'est là qu'on attend un film de boucle temporelle, c'est dans son association des genres. Moi j'ai trouvé ça inassumé et j'ai vraiment le sentiment que Joe Carnahan n'a pas fait le film qu'il voulait. Je sais pas ce que tu en penses. Bah écoute, je sais pas quel film il avait en tête, mais en tout cas moi j'ai pris du plaisir en tout cas devant ces. Je trouve que les scènes d'action sont plutôt bien menées. Le côté apprentissage lié au Die and Retry est plutôt bien mené également. La relation qu'il a avec son fils, effectivement, on l'attendait pas sur ce versant-là. Alors pour la petite anecdote d'ailleurs, faut savoir que le fils, l'acteur qui incarne le fils dans le film est le propre fils de Franck Grillo. Ah, exact. Rio, de son prénom. Rio Grillo. Rio Grillo, oui. Ah bah oui.
C'est bien ça. Et effectivement, peut-être que voilà, il y a une petite frustration liée à la fin où comme dans un jeu vidéo où tu gravis tous les échelons, il en chie quand même pas mal le personnage, hein, voilà, il met quand même un peu plus de 200 jours à atteindre le boss final. Le boss final, ouais. Effectivement, en 2-3 coups de bourre-pif, l'affaire est pliée. Alors, tu t'attends. pour l'anecdote, je crois que Mel Gibson a vraiment pété le nez de Franck Grillo sur les 2 bourre-pif. Il lui a vraiment pété le nez. Non, mais c'est vrai. Ce qui est peut-être ce qui est exceptionnel. Hein. T'as Mel Gibson en face, donc en même temps, voilà. Tu fais moins le malin. C'est sûr. Mais moi j'ai trouvé, j'ai pris du plaisir à regarder ce film. Et effectivement, moi c'est plus l'explication du pourquoi de la boucle temporelle. Bon voilà, ça c'est un peu laborieux. Ouais. Toute l'arc narratif autour de Naomi Watts, la pseudo-chercheuse, qui, avec cette histoire de fuseau horaire que tu captes pas du tout. Non, en fait, ça c'est le fuseau d'Osiris. C'est le problème de cette volonté de rationaliser, de surexplication. Et d'ailleurs, il y a un gros problème aussi, c'est que, alors c'est James Cameron qui disait, dès que tu t'attaques à des films sur le voyage dans le temps, il faut que tu sois très vite explicatif sur les codes et ça c'est la suspension volontaire d'incrédulité. Il faut être très explicatif dès le début et après ton spectateur il va marcher. Donc dès le début en fait nous on comprend parce qu'on a compris le principe de la boucle temporelle, donc on sait que le mec il se réveille à côté du blonde, direct les mecs ils veulent lui envoyer des coups de machette. D'ailleurs il se réveille à côté du blonde, c'est le même point de départ que dans Palm Springs. C'est vrai. Il se réveille aussi à côté du blonde. Bon, il y a un truc peut-être. Et toujours est-il que ça commence direct dans l'action et puis après on part sur une scène de flashback explicatif de 20 minutes où il va nous dire pourquoi le projet Osiris, comme tu disais, et il va même aller à expliquer des choses où lui-même n'était pas là en fait. Tout son rapport avec Naomi Watts et Mel Gibson, en fait lui il n'était pas là, il n'a pas assisté à ce moment-là. Et pourtant il va le raconter dans un flashback. Donc il y a là où on disait que la narration c'était primordial en fait quand tu vas t'attaquer à la boucle temporelle, et ben là-dessus en fait il nous lâche complètement parce que on n'y croit pas quasiment dès le début. Et puis en plus ça fausse le rythme. Oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement ça vient casser le rythme. Et puis, on s'en fout en fait de cette. Non, c'est ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, et du coup, c'est dommage, ça vient un peu parasiter le plaisir retiré par toutes ces scènes d'action. Oui. Bon, après, qui sont bien. Les scènes d'action, il y a un plaisir. Plutôt bien menées, notamment, je pense aux scènes d'ouverture. Tu t'en parlais tout à l'heure, sur les scènes de réveil. Je trouve qu'elles sont assez imaginatives dans les différentes options, les différentes possibilités d'esquive ou non du méchant qui vient t'attaquer au réveil. Je trouve que c'est plutôt bien amené, c'est assez jouissif et après dans la progression du récit, effectivement, je trouve que il y a le fait d'aller et venir entre les passages où il s'en fout complètement, où il est un peu dépité, et puis les autres où il essaie d'apprendre, de comprendre. Il est triste. Il est triste, Franck, le prof de Pilates. Non, mais c'est vrai qu'il a un physique de prof de Pilates qui fait que ça peut. Il n'a pas les épaules. Franck Grillo, le problème, c'est qu'est-ce qu'il a les épaules pour tenir un premier rôle déjà, qui est plutôt un acteur de second plan, qui est très bon, qui était très bon dans Le Territoire des loups. Mais est-ce qu'il a les épaules ? Et puis, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un côté, le côté GTA. Où il va choper une bagnole, il va se barrer, il va faire des trucs et tout. C'est jouissif, ça on est content de voir ça. Le film se serait résumé à ça, et si Joe Carnahan avait concentré ses énergies que sur ces scènes d'action et sans s'embarrasser avec un concept scientifique finalement que lui il n'a pas su s'approprier, on aurait pu avoir à faire un super film, parce que Le Territoire des loups, pour moi c'est son chef-d'œuvre. Même mis à prix, c'est un film qui se passe dans un immeuble où l'action est hyper concentrée, c'est hyper mis en scène, et puis c'est hyper jouissif. T'as une multitude de personnages. D'ailleurs on retrouve les Némésis qui veulent lui trouer la peau. On retrouve ça déjà dès Mise à prix, où en fait t'as toute une galerie de personnages tous plus badass les uns que les autres. T'as des nanas, des bimbos qui vont sniper des néo-nazis. Enfin, c'est quelque chose de très relâché, très dynamisant. Et puis, en fait, lui, il se fait plaisir. Il met tout dans ses films. Et là, on sent qu'il a été bridé
avec un truc dont il n'a pas en fait la fibre en lui. Et ça se ressent et ça alourdit vachement le film. Et malheureusement, voir des mecs comme Mel Gibson ou Michelle Yeoh se prêter à ça, et même Naomi Watts, qui sont figés. Même tous les personnages secondaires, ils sont figés. Le mec derrière le bar, il est figé derrière son bar. Le mec qui est le spécialiste des micros, qui va lui trouver le truc dans les dents, désolé pour le spoil, mais lui pareil, il est figé, ils vont pas évoluer. Il y a que lui qui bouge sur scène. Donc en termes de mise en scène, de mouvement, d'interaction avec les personnages secondaires, c'est pour Franck Grillo. Et Franck Grillo, il a pas les épaules. Est-ce qu'on serait pas justement pour rester dans l'univers des jeux vidéo, sur le personnage principal puis ces personnages-là qui sont considérés comme des figurants à l'intrigue. C'est des PNJ. Des PNJ, voilà. C'est des PNJ, Et voilà, qui jouent leur rôle jour après jour, sans trop d'évolution dans leur personnage. Et après... Est-ce qu'il est indispensable, Sylvain ? Est-ce que c'est un film indispensable pour... Alors, d'une part dans le cadre des films à boucle temporelle, ou alors en ce moment, si on veut se mettre un petit film d'action sous la dent. Indispensable, je sais pas, je dirais pas ça, mais en tout cas, je vais pas bouder mon plaisir moi devant ce film, même s'il a certains défauts, on s'ennuie pas, ce qui est déjà pas rien. Donc voilà, moi j'aurais tendance à le recommander, voilà. Donc Boss Level. Moi, en dépit de ce que j'ai dit, je le recommande aussi parce qu'il y a Mel Gibson en fait. Oui, voilà. Rien que pour Mel, voilà. Qui Mel me suive. Ah. Sinistre actualité, puisqu'on vient d'apprendre que la doublure de Mel Gibson, la doublure voix de Mel Gibson vient de nous quitter. Ah. Alors, c'était pas que la doublure de Mel Gibson. Non, il doublait également Robert De Niro, Nick Nolte et John Goodman. John Goodman aussi, ouais. Alors, Jack France vient de nous quitter, donc là, ça va faire mal. Ouais. On peut dire que Boss Level, ça a été une de ses dernières doublures. Le ratez pas dans Fat Man non plus. Fat Man, c'est là où au moins on a un Mel Gibson qui est exploité comme il faut avec Walton Goggins. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, notamment dans la série The Shield. Ah oui. Shane dans The Shield. Donc c'est un super film si vous voulez vous faire un bon Mel Gibson avec une bonne doublure de Jack France. Voyez Fat Man. Et puis on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'émission. Avec le collectif citoyen pour parler du Ciné-Balcon, juste après ce petit hommage qui allie à la fois la BO de Palm Springs avec le dernier monologue qui devait durer 6 minutes mais qui a été réduit à 3 de ce bon vieux Jacques Frantz. On t'oubliera jamais. Je ne suis pas un adepte des longues histoires, je suis quelqu'un qui préfère la brièveté sous toutes ses formes. Le plus court est le mieux. Néanmoins, il y a une histoire que j'ai racontée et re-racontée. Et cette histoire, j'aimerais maintenant la partager avec vous, si vous me permettez. Oh, il se trouve que j'aime les longues histoires. Parfait, nous sommes tous les deux satisfaits. Donc, Birmanie, 1979. Je faisais un sale boulot pour la CIA. Je trafiquais beaucoup d'opium dans le pays pour préparer un énorme coup d'état militaire qui devait éventuellement avoir lieu 10 ans plus tard. Tout ça a plus ou moins été déclassifié. Enfin, plus ou moins. Quoi qu'il en soit, je me retrouve dans la jungle, aux alentours de Rangoon, sous le feu des tireurs embusqués du KNU, le Front de Libération, pendant 3 jours d'échange de tirs qui m'avaient coûté toute mon équipe. Et donc me voilà, sur le point d'être coincé par une bande de rebelles experts de la machette qui ont d'effroyables mentalités et une hygiène encore pire. Et tout ce que j'ai, c'est un Remington Buckmaster, aucune visibilité et 36 heures sans sommeil, donc peu d'espoir de m'en sortir. Et soudain, je l'entends. Cet épouvantable couinement, genre sifflé à vapeur. Un cochon sauvage de se pisser dessus. Rien que le son avait provoqué la fuite des rebelles, personne ne veut se frotter à ses défenses. Et là, ce salopard se met à me renifler et vient vers moi directement. J'aurais préféré buter 10 mecs plutôt que de tuer un animal, mais avant qu'on ait fait les présentations et que la question de survie soit en jeu, un énorme python birman de 5 mètres descend d'un figuier des bagnons géants et emmaillote le cochon furieux comme un jambon de Noël fumé. J'avais jamais vu un truc pareil. Et pendant les heures qui suivent, je regarde fasciné ce serpent qui étouffe et engloutit lentement le porc. Curieusement, c'était silencieux, j'entendais tout. Le craquement des
crevaison du port, le sifflement de ses poumons à mesure qu'ils étaient écrasés produisait un son étrange, comme si le serpent riait. Pour moi, c'est le plus terrifiant des actes de violence que j'ai pu observer. Mais ce qui m'a le plus sidéré, alors que le python avait élargi sa mâchoire d'au moins 1 mètre pour dévorer sa proie, c'était le calme et la volonté qui se lisaient dans ses yeux. Et ce n'est que plus tard, quand il a finalement déplacé son abdomen gonflé par la silhouette du porc, que j'ai vu une douzaine d'œufs, sa progéniture. Le porc allait piétiner son nid. Donc ce que j'avais d'abord perçu comme un acte d'agression était en fait un acte d'amour. Le serpent n'a pas tué le porc par messe, mais par nécessité, pour éviter que sa descendance disparaisse. J'ai adoré cette histoire. Et j'adore la raconter, je me suis dit aussi qu'elle tombait bien. De retour pour la seconde partie de l'émission, comme promis, nous accueillons une partie du collectif citoyen à l'origine de l'événement Ciné-Balcon. Bonjour Adeline. Salut. Bonjour Nanou. Salut François. Donc alors, coup d'envoi le 24 mars, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des origines de cette initiative à la fois frondeuse et festive ? Avec plaisir, donc ce sont des amis qui se sont réunis en fait lors d'une soirée et qui en fait simplement débattaient de la situation actuelle qui est complètement inadmissible en fait, toutes ces fermetures en fait illégitimes et très mal vécues, et qui ont eu envie vraiment de se rassembler, de créer quelque chose ensemble, pour s'opposer à la morosité ambiante et puis proposer quelque chose de festif. D'accord. Et alors qui sont les acteurs de ce collectif citoyen, pardon ? Oui. Adeline, tu Donc peux prendre la parole du coup. C'est une action citoyenne pour les citoyens. Donc on est un groupe d'une dizaine de personnes. Et puis l'idée, on s'est rassemblés autour de cet événement-là et c'est une fusion, on va dire, d'envie, d'énergie et puis aussi de compétences et de moyens. L'idée au départ, c'était de faire une projection cinématographique. Du coup, on a réfléchi aux différentes possibilités qu'on avait tout en restant dans les clous des normes sanitaires. Ouais. Et puis, donc, on a eu l'idée de faire un ciné-balcon. Donc, puisque l'idée, c'est que les gens restent à leur fenêtre et qu'on puisse faire des projections dans la rue. Donc on a un petit groupe à organiser les choses pour qu'il y ait la projection qui puisse avoir lieu dans la rue, mais les gens restent à leur fenêtre. Et donc ça permet de sortir le cinéma des salles qui peut pas être ouverte, et puis d'apporter un peu la culture et de recréer des moments de partage autour du ciné, quoi. D'accord. Et alors comment est-ce que vous avez ciblé le lieu géographique pour diffuser les films ? Est-ce que vous avez pensé à amener ce dispositif-là dans les quartiers prioritaires notamment ou... Absolument, oui. On a vraiment réfléchi à plusieurs lieux de la ville en fait qui soient représentatifs de ce qui se passe en fait ici, puisqu'on est un collectif citoyen, donc on est forcément allé vers des jeunes en fait, avec le lycée du Guesclin par exemple, qui a beaucoup de pensionnaires, avec des jeunes en souffrance vraiment en fait de tout ce qui se passe et de toutes les restrictions actuelles. Donc c'est vraiment accueilli à bras ouverts en fait, parce que ça fait presque 1 an qu'ils n'ont aucune animation et voilà, ils se morfondent un peu. Hein. Donc on va aussi vers les pattes de Quériolet, qui est aussi un autre public. Qui pour moi aussi est prioritaire en fait, et notamment les quartiers, et puis évidemment Place de la République, Place de la Mairie, où là effectivement on pourra peut-être faire une projection du balcon de la mairie directement, et ce sur le sol. D'accord. Et alors vous profitez aussi de l'actualité, puisque l'événement aura lieu donc sur Auray, on est bien d'accord. Mais c'est ça. Et durant la fête du court-métrage qui elle aura lieu du 24 au 30. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates des diffusions de l'événement? Oui. Donc on a le mercredi 24 mars à l'EHPAD de Quériolet à 20h, au lycée du Guesclin 21h. Et puis le samedi 27 mars, donc ça c'est sous réserve de l'autorisation de la préfecture, ce sera dans différents points de la ville. D'accord. Au quartier du Parco, derrière la mission locale, au quartier Gumenen, dans le bas du Gumenen, et place de la mairie, devant la mairie.
D'accord. Et alors techniquement, comment ça va se dérouler au niveau de l'image? Comment vous allez projeter ça? Au niveau du son, comment est-ce que les gens depuis leur balcon vont pouvoir profiter des programmes que vous avez sélectionnés? Là, en fait, on a justement, on profite des compétences d'Adeline, en fait, qui a de l'expérience en la matière, en fait, avec son entreprise ou son association plutôt vidéographie. Et par qui, en fait, justement, ce ciné-balcon peut se faire, puisqu'on avait ébauché des idées totalement différentes avec donc Sylvain du cinéma Tianoc, puisque on avait proposé un drive-in, une séance aussi à l'église, en fait, qui n'a pas pu se faire pour des tas de raisons. Donc voilà, quand on s'est réunis, c'était qu'est-ce qu'on peut vraiment en fait imaginer. Et Adeline, en fait, est arrivée avec cette histoire de ciné-balcon et pourquoi pas, un camion sur lequel projeter, etc. Donc, je te laisse enchaîner, mais expliquer en fait les différentes choses techniques. Ouais. Donc, le dispositif, c'est cinéma mobile dans la rue. Ouais. Donc, on a un mini vidéoprojecteur, ça s'appelle un picoprojecteur qui est sur batterie, qui tient dans une main, qu'on relie à une enceinte ou 2 enceintes, on va voir. Et puis pour projeter, donc on avait imaginé peut-être projeter sur les murs, mais ça restreignait en fait le nombre de personnes qui pouvaient voir les films. Et l'idée c'était de créer le moins de frustration possible, au moins sur le lieu sur lequel on va projeter. Donc on a pensé à un camion et projeter sur un camion qu'on peut placer là où c'est le mieux pour que le plus de personnes voient. Donc c'est d'ailleurs l'entreprise Pro-Fermeture qui nous prête son camion de vitrier sur lequel on va mettre un écran qui est l'ancien écran des arcades, je sais pas pourquoi. Voilà. Et on va du coup projeter là-dessus donc les films. D'accord. Donc tout ça c'est libre, c'est gratuit évidemment. Grâce à la fête du cours, en fait, sur laquelle on s'est aligné, en fait, grâce à une programmation qui devait avoir lieu au cinéma Tianoc, qui, vu les circonstances, ne peut pas se réaliser. Et donc, on a des films libre droit, en fait, de diffusion. Et est-ce que vous êtes encore en cours d'attente d'autorisation pour mettre cela en place? Ah oui. D'accord. On est encore donc en fait là on parle sous réserve. Absolument, sous réserve de faisabilité en fait, puisque on attend que notre gentil préfet en fait nous donne son accord pour pouvoir faire ce ciné-balcon. D'accord. Eh bien écoutez. Peut-être sur la programmation. Oui, c'est ça. C'est une programmation de 30 minutes. Oui. Avec une dizaine de films, donc des très courts de 1 minute jusqu'à des cours de 1 cours de 10 minutes. Oui, 1 cours de 10 minutes et puis des très courts en fait. Des genres variés. Des genres absolument variés pour toute la famille. En fait, il y a de l'animé, il y a du film drôle, il y a évidemment des thématiques qui font réfléchir en fait, notamment sur le racisme en fait ou l'intégration. Et donc c'est une programmation qu'on a validée tous ensemble en fait. Et c'est très réjouissant en tout cas comme événement, ça fait vraiment du bien au moral en fait. Et j'espère que ce temps qu'on va partager ensemble, ça va permettre aussi à certains de rebondir, Ok. En tout cas, on y sera. Le rendez-vous est pris. Je sais que ça fasse rebondir sur d'autres initiatives citoyennes telles que celle-ci. Oui. Et parce que c'est pas que nous, ça, c'est libre de droit et c'est accessible à tous. Voilà. Et l'union fait la force. Donc, rappelons les dates. Le 24 mars, à partir de 20h. De 20h, donc à l'EHPAD de Carriolet et à 21h au lycée du Guesclin, c'est ça? Oui. Et le 27 mars, sous réserve donc d'une autorisation préfectorale, au quartier Parco Pointe-Terre à 20h, Gumnen 21h et place de la mairie 22h. Donc des programmes d'une demi-heure, le temps des déplacements, donc c'est sur des heures fixes, donc c'est facile à retenir. On espère qu'il y aura du monde. Que vous serez du nombreux monde au balcon. Et du monde au balcon, ça c'est sûr. Vous prévoyez peut-être des petites animations avant ou vous arrivez juste, les films vont être projetés, on ne sait pas, surprise. On voudrait garder un peu de suspense, mais en fait, on prépare quand même des choses en introduction. D'accord. Donc des surprises sont prévues également. Colorées et festives. Ok, bon, écoutez, c'est super, bravo, et merci à vous d'ensoleiller un petit peu cette triste actualité cinématographique. On espère que ça aura du succès et que les gens seront au rendez-vous. Merci François. Merci François de nous avoir invités. Pas de problème, merci, à très vite. À très vite.
Pour ponctuer cette émission, peut-être que voilà, le cinéma, c'est malgré la boucle temporelle qu'on vit, c'est aussi quand même une actualité un peu vivante et je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir. Est-ce qu'on a des recommandations à faire pour nos auditeurs qui chercheraient un petit peu de quoi s'alimenter en ces mornes instants? Absolument, moi j'ai une recommandation à vous faire donc, qui incarne à la fois le passé et le futur, puisqu'il s'agit du film Drunk qui a donc remporté le César du meilleur film étranger la semaine dernière. Donc ça incarne le passé, puisqu'effectivement c'est un film qui moi me donne l'impression que j'ai l'impression d'avoir vu il y a 5 ans, alors qu'en fait, en fait ça remonte à il y a 6 mois. Ouais. Et ça incarne le futur, puisque ça fait partie des films qui seront très certainement programmés à la réouverture des salles. Donc pour resituer, voilà, Drunk, c'est un film donc de Thomas Winterberg, l'auteur de Festen, avec Mads Mikkelsen. Le pitch est relativement simple. Il consiste pour un groupe d'amis à tester, à expérimenter en fait, de vivre sous l'emprise de l'alcool, mais une emprise contrôlée de l'ordre de 0,5, voilà, donc on va dire 2-3 bières dans le pif à longueur de journée, ce qu'on est en train d'expérimenter nous-mêmes d'ailleurs à l'heure actuelle, hein, pour être tout à fait transparent avec vous, chers auditeurs. Donc moi j'ai trouvé que ce film était complètement... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est important de le signaler, effectivement. Donc moi j'ai trouvé ce film voilà, très, très rafraîchissant, comme une bonne bière. Voilà, j'en ai un vague souvenir, hein, mais malgré tout, j'en garde un excellent souvenir. Voilà, je trouve que voilà, ça fait pas l'apologie de l'alcool, même si ça donne envie effectivement de se décapsuler une bonne petite bière à l'issue de la séance. J'ai trouvé ça vraiment très... Est-ce que le film ne reste pas sur un voilà? Est-ce qu'il est vraiment... est-ce que c'est si inoffensif? Alors j'ai pas vu, hein, j'assume, je suis en toute transparence. J'ai pas vu, mais est-ce qu'il y a un côté inoffensif ou vraiment ça nous fait réfléchir sur les... Non, puisque en fait, selon les personnages, voilà, il y a les effets néfastes qu'on peut imaginer de l'alcool sur certains personnages qui sont, voilà, pour le coup, assez dramatiques. Et en même temps, le côté euphorisant qu'on retrouve bien sur notamment le personnage principal de Mads Mikkelsen, qui en fait est un personnage assez timoré dans la vie non alcoolisée et qui, voilà, avec 0,5 grammes dans le pif, du coup se retrouve complètement désinhibé et transformé. Et voilà, du coup, on a un petit peu les deux on va dire le côté festif de l'alcool qui est incarné par ce personnage, et en même temps le côté destructeur pour les dérives. Pour un autre personnage. Donc on peut pas dire qu'il fasse l'apologie dans un sens comme dans le sens festif, et en même temps non plus, il est pas dans la dénonciation pure et sur un manichéisme qui viendrait... Et c'est ce qui fait la force du film, je pense d'ailleurs, c'est qu'il est vraiment pas ni dans la dénonciation ni dans l'apologie de l'alcool, et il nous laisse sur une note voilà, qu'on peut, voilà, relativement festive, mais pour conclure, et qui est assez transgressif quand même d'une certaine manière, mais voilà, c'est un film que je recommande, et notamment au niveau de sa bande originale, voilà, qui est vraiment très, très efficace. Donc voilà, un film que vous avez peut-être pu découvrir avant la fermeture des salles, mais qui sera certainement à découvrir ou à redécouvrir à la réouverture des salles. Bon, alors un moment festif ou pas, à vous de voir en fonction de comment vous vous situez par rapport à votre consommation. Absolument. J'aurais une deuxième recommandation, absolument, c'est une série cette fois, donc les poupées russes, en fait, c'est pas les poupées russes, parce que Cédric Lapiche n'est pas derrière la caméra. Alors c'est vrai que c'est un podcast cinéma, mais on ne s'interdit pas de parler de ça. On n'a aucune frontière, nous, on est capable de tout. Donc dans l'immédiat, moi je vous recommande cette série, donc qui est effectivement série produite par Netflix. Il y a une saison 1 pour l'instant qui est existante, et sachez que la saison 2 est actuellement en tournage. Alors elle devait être tournée en 2020, mais vous avez peut-être entendu parler d'un petit truc qui a déboulé dans nos vies quotidiennes, qui s'appelle le Covid, et qui effectivement a contrecarré un petit peu les plans initiaux. Et donc cette série vient est en tournage actuellement. Voilà. Donc moi pour ma part, j'avais beaucoup apprécié cette série, je la trouvais vraiment très
très ludique et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc voilà, Poupée Russe, vous pouvez en tout cas découvrir la saison 1 sur Netflix. Est-ce que tu penses que la saison 2 sera influencée justement par le phénomène Covid? Est-ce qu'il y aura des impacts sur l'écriture? Est-ce que ça va être une série post-Covid ou est-ce qu'on est déjà dedans? On peut l'imaginer effectivement, dans la mesure où elle a été directement confrontée à la problématique, on peut effectivement supposer que le Covid fera partie intégrante du scénario. Une série à l'heure, Ok, eh bien écoutez, on va enchaîner très vite aussi sur les news. Eh bien oui, on a choisi de mettre les news en fin d'émission parce que bien voilà, c'est une journée qui se répète, qui se termine et qui commence par là où elle devrait s'initier. Menteur, c'est une émission pilote et on a juste oublié les news. Complètement montée et donc on va vous caler des news en fin d'émission et pourquoi pas. Et pourquoi pas, effectivement. Alors, pour commencer, on souhaitait vous faire entendre une petite archive audio qui vous est proposée par France Culture, pardon. Qui a besoin de nous. Qui a besoin de nous, effectivement. Et donc, c'est une archive audio qui relate l'expérience des spectateurs à l'issue de la projection de la première séance, donc l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Donc, c'est un petit clin d'œil à notre titre d'émission. Donc, voilà. Il y a un train qui est rentré dans la salle. Je me souviens d'avoir eu presque un peu peur, là. J'ai vu le premier film, mais à quoi ça peut-il servir ? Le 28 décembre 1895, nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café, et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un put dire « je suis allé au cinéma ». J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, parce que ce n'est pas fini. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une date anniversaire. Alors. À l'heure où nous enregistrons, oui, ce jeudi 18 mars, 18 mars 2021, c'est une date anniversaire. Et oui, figurez-vous, c'est les 15 ans de la date anniversaire de la dernière parution de la VHS. Alors, mais savez-vous quel est ce titre ? Tu veux dire la dernière VHS ? La dernière VHS à avoir été publiée ou diffusée, éditée, produite. Attends, on est à 15 ans, donc ça fait quoi ? Ça fait 2006 ? Non, c'est pas vraiment grand public. Donc c'est un film de 2006. C'est un film de 2006. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2006 Alors, je vous donne un petit indice. Donc, le réalisateur sponsorise cette émission. Eh bien, écoute, là, il sponsorise cette émission. Il s'agit d'un film de David Cronenbourg. Ah oui. D'accord. Puisqu'il s'agit de c'est quoi, Promesse de l'ombre ? History of Violence. Le début du déclin de David en ce qui me concerne. C'est ça. Voilà, déjà 15 ans. Déjà 15 ans. Ouais. Donc la VHS, elle est encore distribuée aujourd'hui ? On a moyen de la trouver ? Ça doit être collector Je suppose, oui, que ça doit être collector, mais oui, certainement qu'on doit pouvoir se la procurer. Incroyable. Ok, donc on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a pris du plaisir à vous parler un peu de cinéma, à raviver un petit peu la flamme qui manque en chacun de nous. Un grand merci donc à tous pour avoir suivi ce premier épisode de la nouvelle émission On n'est pas des Lumières. On espère vous retrouver bien vite. En attendant, on va bricoler nos petits sujets pour essayer de vous apporter encore un peu plus de chaleur dans vos cœurs de cinéphiles. Et on vous dit à très bientôt et portez-vous bien. Salut. Bye bye. Gennaro les bouseux.